Merci d'être là aujourd'hui pour participer au webinaire qui va porter sur l'outil de collecte de données pour l'agriculture urbaine dans les systèmes alimentaires de quartier. Donc, c'est une activité qui est menée par l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. L'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire, c'est un projet qui est porté par le Conseil du système alimentaire montréalais. Puis aujourd'hui, l'activité est présentée en collaboration avec Ville en Vert, le Réseau alimentaire de l'Est et le Carrefour alimentaire Centre-Sud. Donc, on a Véronique Larouche qui va être là avec nous aujourd'hui, qui est agente de développement pour Ville en Vert. Il y a Laurie Saint-Fleur, chargée de projet en agriculture urbaine pour le réseau alimentaire de l'Est. Et on a Sylvie Chamberlain, qui est co-directrice du Carrefour alimentaire Centre-Sud, qui vont échanger ensemble par rapport à ce webinaire-là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. C'est vraiment grâce à votre collaboration que ce webinaire va être rendu intéressant. Donc, juste pour rappel, là, qu'est-ce que l'espace cuisine? L'espace cuisine, c'est vraiment un espace qui vise à rassembler les personnes qui travaillent en sécurité alimentaire à Montréal pour qu'on puisse échanger, partager des outils, des bonnes pratiques, des leçons apprises liées au projet en sécurité alimentaire qui vise à répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais, notamment les plus vulnérables. Donc, c'est vraiment un espace pour partager la compréhension des enjeux, pour mettre de l'avant les approches les plus porteuses, pour renforcer la coopération entre les acteurs en sécurité alimentaire, puis harmoniser le travail. Donc, un peu mieux comprendre qui fait quoi, puis comment on peut mieux travailler ensemble. Donc, aujourd'hui, le webinaire, on veut vraiment explorer l'outil qui a été développé en collaboration entre le pôle de justice alimentaire de Dawson et Ville en Vert. On va essayer de comprendre un peu son intégration, son mode d'usage par Ville en Vert, puis ensuite, on va échanger, on va analyser les potentielles limites d'un tel outil pour les personnes qui interviennent en agriculture urbaine. Donc, pour commencer, la trousse de méthodologie communautaire pour les systèmes alimentaires de quartier. Vous avez reçu dans l'invitation de ce webinaire un lien vers un lien public, vers un document Drive qui rassemble toute cette trousse-là. Donc, il y a la trousse en soi, puis il y a plusieurs outils qui composent cette trousse-là. C'est une trousse qui a été développée par le pôle de recherche en justice alimentaire du Collège Dawson en collaboration avec différentes organisations de quartier à Montréal. Donc, il y a eu 6 outils qui ont été développés pour 4 quartiers. Il y a eu La Salle, Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville, Hochelaga-Maisonneuve, puis il y a 2 grands territoires, donc l'ouest de l'île et l'est de Montréal, qui ont participé à collaborer sur la création de ces outils-là. Donc, le but vraiment de cette trousse-là, c'est d'inspirer des méthodologies communautaires pour la résilience et l'équité dans les systèmes alimentaires locaux et documenter les interventions réussies. Donc, c'est vraiment un outil qui est là pour vous approprier, pour comprendre. Il y a des outils qui ont été développés, vous pouvez les utiliser et les rendre adaptés à votre travail. Donc, c'est vraiment pour vous inspirer, puis voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, puis possiblement l'appliquer vous-même dans votre travail quotidien. Donc, c'est disponible. Je vais tenter, est-ce que je tente? Je vais tenter de vous mettre le lien dans le chat. Mais je vais vous le rendre disponible ensuite parce que j'ai des petits problèmes d'accès au chat. Donc, cette trousse-là vraiment est disponible sur un Drive, puis vous pouvez avoir accès à tous les outils qui la composent. On a, si je ne m'abuse, on a Annalisa et Aaron Van Sinchan qui ont participé à la mise en place, au développement de cette trousse-là. Je ne sais pas s'il y a des éléments que vous voudriez préciser par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais aussi si ça vous semble clair et net ce que j'ai présenté. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Si ça va, ça va. Merveilleux. Donc, aujourd'hui, on vous présente l'outil de collecte de données pour le plan de collecte de données pour les activités en agriculture urbaine. Donc, je vais laisser la parole à Véronique Larouche qui va vous présenter un peu cet outil. Véronique, la parole est à toi. Oui, merci Erika. Donc, bonjour à tous. Premièrement, je vais vous faire une petite mise en contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas Ville en Vert, c'est un organisme d'éco-quartier à Huntsic, Cartierville et Villeray, Saint-Michel, Parc Extension.
Notre mission est de favoriser l'adoption de comportements favorables à la protection de l'environnement et à l'adoption de saines habitudes de vie, tant pour les citoyens que pour les organisations privées et publiques, à travers le développement et la gestion de projets. Donc, l'agriculture urbaine, c'est un volet important pour l'organisme qui s'est développé au fil des années. Donc, l'équipe de Ville en Vert a acquis une expertise dans le développement, la mise en place et la gestion de potagers, ainsi que l'éducation à travers l'animation d'ateliers de sensibilisation. Donc, à Bordeaux-Cartierville, il y a une instance de concertation qui se nomme le comité SALSA pour système alimentaire local, saine alimentation et sécurité alimentaire. Ce comité-là rassemble les acteurs locaux concernés et intéressés par ces questions-là, donc de sécurité alimentaire, saine alimentation, puis agriculture urbaine. En 2018, les membres du comité ont réalisé un portrait du système alimentaire de Bordeaux-Cartierville. L'accès difficile à des fruits et des légumes frais pour les résidents est apparu comme un axe de travail majeur. Donc, c'est dans ce contexte-là que le projet d'agriculture urbaine Fourche et Fourchette s'est mis en place. Au printemps 2019, l'équipe de Ville en Vert a aménagé un jardin productif de 400 mètres carrés, qui est maintenant de 600 mètres carrés, avec pour mission d'augmenter la consommation de fruits et de légumes pour les résidents du quartier grâce à un système alimentaire local, durable et inclusif. Donc, ce projet-là, Fourche et Fourchette, la production nous permet de vendre des paniers hebdomadaires aux résidents du quartier, puis la moitié des paniers sont à prix solidaire pour les personnes vulnérables. Il y a aussi tout un volet d'ateliers sur la saine alimentation puis l'agriculture urbaine qui est offert gratuitement aux résidents. Donc, on revient un peu à la création de l'outil. Donc, c'est à l'été 2019, la première année du projet Fourche et Fourchette. Il y a le pôle de recherche Justice et durabilité alimentaire du Collège Dawson qui est venu à une rencontre du comité SALSA pour présenter leur projet. Donc, recherche-action participative, comprendre mon système alimentaire local pour mieux agir. Donc, cette présentation-là, elle a amorcé une réflexion sur les besoins en termes de collecte de données des différents projets en sécurité alimentaire à Bordeaux-Cartierville. Donc, comme le projet Fourche et Fourchette, c'est un projet très récent, puis c'était en pleine structuration, puis aussi, c'était la première fois que Ville en Vert aménageait ce modèle de jardin-là dit productif, qui amène de nouveaux besoins de collecte et de gestion de données en agriculture urbaine. Eh bien, on a conclu un partenariat avec le Collège Dawson. Donc, ce partenariat, l'objectif, c'était d'élaborer un outil informatique de collecte et ou de gestion de données pour 3 types de jardins, productifs, collectifs et communautaires. Puis ça, c'est le tableau de bord qu'on a appelé. Donc, qu'est-ce qu'on voulait vraiment? C'était guider chaque membre de l'équipe d'agriculture urbaine de Ville en Vert pour connaître l'outil à utiliser puis les différents paramètres qui lui sont attachés. Donc, notamment la fréquence de collecte de données, la présence d'un outil manuel ou non, etc. Puis, avec ce tableau-là, avec cet outil-là, on voulait avoir aussi un aperçu des indicateurs possibles à utiliser pour les projets en agriculture urbaine. Donc, le pôle de recherche Justice et durabilité alimentaire a accompagné Ville en Vert dans ce travail-là de réflexion puis de mise en place de l'outil. Donc, la conception a été élaborée par l'agente de développement du projet Fourche et Fourchette. À l'époque, c'était Héloïse qui me remplaçait. Vous voyez sa petite photo là, sur la diapo. C'est Héloïse dans le jardin. Donc, c'est elle qui a fait la conception. Puis, c'est fait aussi appuyer par notre équipe de gestionnaires des projets communautaires et collectifs de Ville en Vert. Donc, d'abord, il y a eu identification des indicateurs que Ville en Vert utilisait déjà pour ses projets. Puis ensuite, il y a eu une revue des indicateurs en agriculture urbaine qui seraient intéressants à utiliser pour les jardins de Ville en Vert. Donc, on a utilisé le guide en anglais qui se nomme Indicator for Urban Agriculture in Toronto, a Scoping Analysis. Puis ensuite, il y a eu la création du tableau de bord pour présenter tous les indicateurs sélectionnés et d'y associer les outils existants
au sein de Ville en vert ou ceux-là qu'on n'a pas. Donc, Erika, tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Merci. Donc, comme vous voyez sur la diapo, l'outil, en fait, c'est un fichier Excel avec différents onglets pour présenter les indicateurs intéressants selon les 3 types de jardins là, que je vous parlais tantôt, productif, collectif et communautaire. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est les indicateurs pour les jardins productifs. Donc, ils sont divisés par thème, puis par catégorie. Donc, après avoir sélectionné les indicateurs intéressants pour Ville en vert, on a remarqué que ceux-ci relevaient souvent du domaine économique et peu du domaine environnemental. Donc, effectivement, notre projet, le projet Fourche et Fourchette, c'est un potager où on produit des fruits et légumes pour la vente. Donc, on veut connaître ce qu'on produit, ce qu'on vend, la rentabilité de nos plants potagers, le temps passé au jardin par nos employés, les revenus des ventes, etc. On utilise aussi certains indicateurs sociaux, comme quel quartier habitent nos bénévoles, combien de temps ils passent au jardin, quels sont les légumes favoris de nos bénéficiaires, etc. Côté environnement, on comptabilise la quantité de compost et de paillis que l'on utilise, mais on ne calcule pas encore la quantité d'eau parce qu'on ne voyait pas encore l'intérêt de le faire. Cette année, on est en train de faire des démarches pour peut-être acheter un compteur pour brancher au tuyau, puis savoir la quantité d'eau qu'on utilise dans nos jardins. Erika, tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Donc ici, vous voyez dans l'outil, c'est ce même fichier-là, ce même onglet-là. À côté de chaque indicateur, il y a une analyse qui a été faite pour déterminer s'il est pertinent de mesurer cet indicateur-là ou pas, puis pourquoi. Donc, par exemple, vous allez pouvoir l'explorer ensuite par vous-même. Mais par exemple, selon nous, notre équipe de Ville en vert, on trouvait que le nombre de plants produits par variété patrimoniale de légumes était moins intéressant à mesurer parce que c'était trop précis que, par exemple, le nombre de plants produits par variété de légumes, qui est considéré comme, pour nous, très intéressant. Maintenant, je vais vous présenter l'utilisation qu'on en fait. Là. Nous, à chaque année, l'équipe d'agriculture urbaine se rencontre, puis on détermine quels indicateurs qui sont importants à mesurer pour cette année. Donc, Ville en vert a 2 jardins productifs. Donc, nous, on partage les fichiers Excel qui détaillent les indicateurs puis les espaces pour récolter les données. Ça, c'est des fichiers qu'on a élaborés à la suite de l'outil. Là, on a plein d'indicateurs sur l'outil, mais nous, on a fait des fichiers Excel modèles un peu là, qui sont utilisés puis modifiés à chaque année. Donc, par exemple, on a créé un fichier Excel qui détaille nos variétés de légumes, le poids de chaque récolte. On a aussi un formulaire sur Office 365 qui est rempli par nos bénévoles pour savoir au début de la saison combien d'heures ils sont prêts à offrir au projet, quel âge ils ont, s'ils ont des restrictions physiques liées au travail au jardin, etc. La création de cet outil-là nous a permis d'identifier un besoin en équipement informatique au jardin. Donc, avant, nous, on faisait la saisie de données sur papier. Maintenant, on utilise des tablettes. Ça diminue le risque d'erreur, puis aussi le temps de saisie de données. Aussi, ça nous a permis de partager des informations entre collègues de Ville en vert. Donc, on a appris qu'il était possible de mutualiser certains outils, surtout entre les deux jardins productifs de Ville en vert. Car ça reste que vous allez voir, quand vous allez regarder l'outil entre les jardins productifs, collectifs et communautaires, il y a quand même des différences importantes là, entre les jardins productifs et les jardins communautaires et collectifs. Donc, justement, les jardins productifs, c'est une vision économique plus importante, puis les jardins collectifs et communautaires, c'est plus social. Donc, par exemple, pour les jardins productifs, comme je vous disais tantôt, on pèse les légumes, on veut savoir ceux qu'on a récoltés, ceux qu'on a donnés, ceux qu'on a jetés. Alors que dans les jardins communautaires, le jardinier, il ne voit pas vraiment l'intérêt à peser ses récoltes parce que c'est un loisir pour lui. Donc, l'an dernier, l'équipe des jardins communautaires, il avait testé, il avait mis à la disposition des jardiniers des balances, mais très peu de personnes les ont utilisées. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour les jardins communautaires, par exemple, c'est le temps passé au jardin, les données sociodémographiques des jardiniers,
En fait, tous les indicateurs qui permettent d'avoir un meilleur suivi auprès des membres des jardins. L'indicateur aussi qui parle du nombre d'espèces plantées est intéressant pour ces jardins-là parce qu'il y a une règle dans les jardins communautaires de 25% de l'occupation maximum pour une même espèce. Enfin, un point intéressant, c'est que les objectifs du jardin dépendent souvent des bailleurs de fonds. Donc, ils changent dans le temps, puis ça diminue la visibilité des objectifs sur le long terme. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt, nous, il faut ajuster le tableau de bord à chaque année selon les bailleurs de fonds puis les plans d'action. Voilà, Erika, tu peux changer de diapo, puis j'ai pas mal fini pour ma partie. Excellent. Merci beaucoup, Véronique. Donc là, à 10h49, c'est parfait. On va un peu passer dans le mode analyse, analyse du potentiel et limite de la collecte de données en agriculture urbaine. Donc, on a Laurie qui est avec nous, ainsi que Sylvie. On va explorer un peu plus comment ça s'applique, le côté application de la chose du côté du réseau alimentaire de l'Est et du carrefour alimentaire Centre-Sud. Puis tranquillement, on va aller explorer l'application de cet outil-là au niveau plus régional. Donc, on va explorer un peu c'est quoi ces indicateurs-là. Laurie et Sylvie ont regardé ces indicateurs-là, puis ont un peu vu, OK, c'est quoi les indicateurs indispensables, inspirants, difficilement applicables ou même manquants, ou des indicateurs qu'eux utilisent dans leur projet qui n'étaient pas dans cet outil-là. On va explorer aussi les éléments complémentaires incontournables pour un suivi d'indicateurs réussis. Donc, pour assurer ce suivi-là, ça prend des fiches, ça prend de la formation, ça prend des éléments complémentaires. C'est bien beau de choisir quels indicateurs on veut suivre, mais pour réussir à bien le faire, ça prend d'autres éléments complémentaires. Ensuite, on va voir justement, comme je disais, le potentiel et limite d'usage de l'outil pour développer l'agriculture urbaine, tant au niveau des quartiers qu'au niveau régional. Donc, dans votre inscription, vous avez écrit les types d'indicateurs que vous utilisez. Puis, un peu comme l'a dit Véronique, finalement, ce qui est ressorti, c'est que le suivi d'indicateurs, selon vos réponses, c'est vraiment pas scientifique, mais c'est surtout des indicateurs sociaux et économiques qui sont suivis. J'ai beaucoup aimé, quelqu'un a mentionné l'analyse intersectionnelle. Ça peut être super intéressant de voir justement qui participe. Certaines personnes font plus de suivi au niveau du poids, au niveau des fruits. Bref, il y a différents indicateurs qui sont suivis, mais c'est vraiment les indicateurs socio-économiques jusqu'à maintenant qui sont utilisés par vous, chers participants et participantes. Puis, au niveau des limites pour le suivi d'indicateurs, on a bien sûr, comme d'habitude, le financement, donc l'argent. Ça prend quand même des ressources, ça prend des ressources humaines formées, ça prend vraiment du temps faire ce suivi-là. Donc, c'est bien beau de se dire, ah oui, on va suivre plein d'indicateurs, mais il faut aussi avoir le temps, les ressources, puis les gens, la capacité de le faire. Donc, c'est certainement une limite au suivi. Après ça, juste l'information, beaucoup de ressources que j'ai vues, ce qu'on voit, c'est qu'il semble avoir un manque d'informations parfois dans certains projets qui pourraient justement bénéficier d'un outil ou de mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait être suivi, c'est quoi le potentiel qui s'applique à leur propre projet. Donc, sans plus tarder, je vais lancer la conversation peut-être avec Laurie. Si tu veux nous partager un peu ton analyse de la chose et puis nous partager un peu comment ça s'applique pour ce que vous faites au réseau alimentaire de l'Est. Oui, bien sûr. Sinon, je peux peut-être commencer par présenter le réseau. Dans le fond, le réseau, c'est un OBNL qui a, entre autres, comme mission de fédérer les initiatives en alimentation dans l'Est de Montréal afin de favoriser les circuits courts en alimentation pour les acteurs locaux. Et au sein du réseau, il y a aussi des projets créés comme le projet d'agriculture urbaine des jardins collectifs de Montréal-Est, donc situé dans la ville de Montréal-Est. Donc, au jardin collectif, dont je suis la chargée de projet, en fait, selon les indicateurs que j'ai vus, plusieurs indicateurs sont effectivement utilisés et qui sont beaucoup plus applicables, exemple au jardin collectif versus communautaire. Véronique en a parlé un peu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux participants des jardins communautaires de prendre leur récolte, par exemple, de les peser, ce genre d'indicateurs, alors qu'un jardin collectif,
non seulement étant donné qu'on a plusieurs partenaires, qu'on veut faire rayonner le projet, qu'on veut faire rayonner les résultats, c'est très avantageux pour nous de prendre en compte ces indicateurs. Donc, en effet, les indicateurs sociaux sont très pris en compte. Donc, le nombre de participations, je pense que c'est un des indicateurs les plus importants parce que le volet social est large, que ce soit au niveau des activités, des citoyens participants, bénévoles, de la part de récolte qui est aussi donnée à une banque alimentaire. Donc, le nombre de bénéficiaires qui peuvent bénéficier, par exemple, de nos légumes, ça peut être intéressant aussi. Sinon, donc, indispensable, en fait, je pense que ça dépend vraiment des objectifs de chacun dans leur mission. C'est ça. Ce type d'indicateurs peuvent être indispensables. Je peux peut-être m'avancer pour les indicateurs inspirants. Donc, pour moi, inspirant, c'est vraiment les indicateurs environnementaux. C'est-à-dire que c'est tout à fait dans la mission des jardins collectifs d'avoir un impact environnemental positif. Je suis désolée si vous entendez mon petit chat avec la... Je ne sais pas si je peux le fermer. Mais bref, pour les indicateurs environnementaux, donc le suivi du compost, autant le compost utilisé que peut-être le compost produit, ça c'est un indicateur qu'on aimerait intégrer, c'est-à-dire que dans le rapport, on va en parler, mais on ne va pas nécessairement le noter en termes de chiffres ou en termes de qualitatifs, les espaces de biodiversité. Pour ce qui est de difficilement applicable, je pense que c'est peut-être par moment, c'est peut-être la superficie de production par type de légumes. Lorsqu'on fait des fois des associations ou avec la rotation des cultures, ça peut parfois être difficile, mais pas impossible. Donc, c'est faisable, mais moi qui aime les chiffres, je pense que c'est applicable, mais ça peut être plus difficile. Pour ce qui est des indicateurs manquants, je regarde un petit peu. Au volet social, peut-être le nombre de groupes qui sont impliqués au sein des jardins collectifs ou les types de groupes accueillis, c'est-à-dire camp de jour versus école versus centre jeunesse, ce genre de groupe. Je pense que ça peut être intéressant. Sinon, j'aime bien un outil de pluviométrie, donc qui indique les précipitations par jour, par semaine. Donc, autant pour nous, au quotidien, dans notre suivi, ça facilite quand on doit irriguer. Des fois, il y a une petite pluie, mais on ne sait pas s'il y a beaucoup plu. Ou, ça peut faciliter, en fait, le terrain. Mais aussi, en termes on est quand même dans un contexte de changement climatique. En ville, on est quand même dans des îlots de chaleur. Donc, les sécheresses, on peut souvent être atteints par cela. Donc, avoir un indice par année de l'évolution de la pluviométrie, ça peut être aussi intéressant au niveau environnemental. Donc, c'est ça. Est-ce que je poursuis avec les autres éléments? Je sens que je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Tu peux poursuivre, oui, sans problème. Tu parles pas tant que ça. Puis on a on a du temps devant nous, on n'est pas stressé. Donc, vas-y, la parole est à toi. Super, super. Sinon, les éléments complémentaires incontournables, je pense que d'avoir des outils comme une balance, c'est important, d'avoir des gens qui partagent aussi l'intérêt de prendre les données, que ce soit au niveau des employés ou des jardiniers bénévoles, d'avoir des suivis écrits, ça peut être par un cartable, ça peut être fait de façon vraiment simple, mais facilement accessible pour le suivi des données. Donc, c'est ça, je pense que c'est... oui, il y a une partie de matériel, mais surtout une partie d'observation et de bonne communication face aux indicateurs parce qu'il y a plusieurs acteurs au niveau des jardins et ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui vont prendre les indicateurs. Sinon, le potentiel et les limites de l'usage de l'outil à Montréal, je pense que ça dépend vraiment de chaque jardin. Je pense que Véronique en a parlé un peu de la différence jardin productif, collectif versus communautaire. Donc, je pense que certains outils peuvent être plus difficiles au jardin communautaire, mais en soi, je pense que les limites, c'est vraiment d'être rigoureux dans la prise de données, parce que des fois, quand on commence à prendre une donnée, mais on en oublie pour quelques semaines, alors là, ça peut faire un certain usage. Donc, c'est important d'être rigoureux, je pense, dans la collecte des données, mais je pense qu'avec une bonne méthode, puis un outil comme fait sur un seul tableau Excel, je pense que ça peut aussi faciliter la lecture des données en fin de saison. Donc, je
je suis très contente de participer à ce webinaire. Félicitations Erika, Véronique et tous les participants. Merci beaucoup, Laurie, et merci d'avoir partagé ton analyse de cet outil avec nous. Je pense qu'on a bien en tête là, les différentes catégories. Je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se voir, si ça va être plus intéressant. Puis je vais passer la parole quand même à Sylvie du Carrefour alimentaire Centre-Sud pour que tu nous partages un peu ta vision des choses. Je pense qu'au Carrefour alimentaire, vous avez différents types de production. Donc, est-ce que les indicateurs s'appliquent ou pas? Ça va être intéressant de voir. Mais merci. Puis, en fait, je participe vraiment humblement parce que je pense que la collecte de données puis des indicateurs se fait toujours en amélioration continue. D'année en année, on modifie nos outils de collecte. Donc, c'est ça. Je participe bien humblement. Un petit mot sur le Carrefour également. Là, donc, on est un organisme aussi axé sur la sécurité alimentaire qui a pour mission d'améliorer l'accès à une saine alimentation pour toutes et tous. Et on participe à améliorer le système alimentaire local. Donc, c'est notre mission. Et je vais vous présenter un peu nos types d'implication en agriculture urbaine. Donc, il y a le volet vraiment plus jardin collectif. Puis, je vais mettre aussi un petit peu mon chapeau de notre quartier nourricier pour la production en serre. Donc, notre quartier nourricier qui est plus un collectif d'organismes qui a différents volets aussi en sécurité alimentaire, mais qui a une serre, la serre Émilie de Witt, et on y produit entre autres des semis pour comme moyen en guillemets, d'autofinancement de la serre. Donc, je vais commencer un peu par les jardins collectifs. Nous, on a des jardins collectifs qui sont ouverts, donc qui sont libres d'accès en tout temps. Ils ne sont pas clôturés, ils n'ont pas de contraintes à y avoir accès. Et bon, on change là, de projet d'année en année, mais là, on est content de reprendre le projet de la rue. En fait, on a fermé la rue du Frêne l'année dernière. Puis cette année, on va pouvoir refaire ce beau projet. Donc, les outils qu'on utilise, en fait, vraiment, là, c'est très similaire à ce que Laurie t'a présenté. On a beaucoup d'indicateurs qui sont beaucoup plus sociaux et aussi des indicateurs qui sont plus quantitatifs. Par exemple, le nombre de semis qu'on va acheter, ça, on le sait. Par contre, ça, c'est ma question. Peut-être qu'on pourrait avoir un échange avec UC Montréal éventuellement là-dessus, mais on n'a pas, pour moi, le poids des légumes, on fait le total, mais on a décidé d'arrêter au fil des années d'y peser en quantité pour les jardins collectifs parce qu'on ne voyait pas l'utilité de le faire. C'était une lourdeur de le faire. Par exemple, on pèse toutes les laitues ensemble, toutes les radis ensemble. On trouvait qu'au final, c'était une lourdeur, puis que dans le bilan, qu'est-ce qu'on indique là? Ben, c'est le poids total de nos légumes. Fait que c'est un indicateur qu'on a laissé tomber au fil des ans. Et aussi parce que toute la planification de nos jardins, on essaie de plus possible de le faire avec nos participants. Donc, ça me permet même pas de savoir, si j'ai une année que les gens ils trippent sur les okras, ben je vais avoir plus d'okras dans mon jardin cette année-là. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on ne pèse pas par variété de légumes, mais je serais vraiment intéressée de savoir qu'est-ce que vous faites, les autres organismes. Sinon, je vais juste regarder mes petites notes là. Ouais, on ne documente pas autant la mobilisation telle que présentée dans l'outil. Donc, tu sais, tout le nombre de flyers qu'on a distribués, les affiches, etc., tu sais, c'est comme le nombre de rencontres qu'on fait là, avec les gens, les participants, mais on ne documente pas autant la mobilisation. Puis je pense que ça pourrait être une donnée de un, facile à obtenir, puis de deux, poursuivre un peu
la mobilisation, les résultats, l'impact de la mobilisation d'une année à l'autre. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment inspirant. Puis, il y a dans la catégorie des ressources humaines aussi, on collecte pas automatiquement. Tu sais, nous, on a des participants, on a aussi des bénévoles, puis ben des fois, ça se mélange. Tu sais, des fois, il y a on a des lacunes dans nos collectes de données là-dedans. Fait que c'est ça, c'est un petit plus à améliorer, mais qui est inspirant dans l'outil qui était présenté. Donc, c'est ça ça, c'est vraiment pour les jardins collectifs. En ce qui concerne là, le jardin productif, donc à la serre, ben, c'est vraiment plus documenté, en fait. Et on a beaucoup plus de collecte de données parce que ben, il y a l'aspect financier là, qui est autour de ça. Donc, là, c'est sûr qu'on va, je sais exactement combien de semis on a produit, je sais où est-ce que ça s'en va, qui va les acheter, dans quel organisme, combien, c'est quoi le pourcentage par exemple, de données. Nous, on redistribue à la communauté aussi 10 %. Donc, je vais savoir à chaque année combien on va en distribuer, puis où ça s'en va, là. On va aussi, à ce niveau-là, prendre le poids pour chacune des variétés. Donc, tu sais, je vais ça pour la serre, je vais juste reprendre. Donc, on a la production de semis. Ensuite, on a 2 autres cycles de production. On a une production d'été où on produit des légumes qui sont en vente au marché Soldat-Frontenac. Et l'hiver, on a un cycle de production hivernale, donc plus verdure qui s'en vont dans les bars à salade et dans d'autres débouchés dans le quartier toujours. Et pour le volet de la production de légumes pour la vente au marché, ainsi que pour les verdures, je sais exactement mes intrants puis mes ventes. Là, ça c'est vraiment comptabilisé parce que ben, c'est ça, c'est ce qui nous permet d'avoir un suivi de nos finances aussi, là. Puis, à ce niveau-là, ça nous permet de compter, par exemple, ben, combien je vais le vendre, mon semis au printemps en fonction des intrants. Donc, les indicateurs pour la serre sont quand même beaucoup plus complets que, que pour les jardins collectifs. Donc, dans les indicateurs qu'on comptabilise moins, c'est ceux environnementaux, étonnamment, parce qu'on a quand même on a quand même beaucoup d'initiatives qui essaient d'être le plus environnemental possible, mais on les documente moins. Par exemple, on a autant pour les jardins collectifs qu'à la serre, on a toutes mis des systèmes goutte à goutte, mais on n'a jamais comptabilisé combien d'eau on sauvait parce que c'est ça, la lourdeur de le faire, puis ça demande quand même il aurait fallu qu'on sache au départ combien on dépensait d'eau, pour avoir un comparatif, là. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que nos jardins sont beaucoup moins inondés par par nos bénévoles. C'est souvent nos participants, là, c'était souvent une problématique. Les gens inondaient les jardins. Donc là, on sait que cette problématique-là n'arrive plus. On ne sait pas combien on sauve, mais on a une idée qu'à quelque part, il y a un impact. Sinon, ouais, tu sais, on ne sait pas non plus combien de variétés ancestrales ou rustiques qui sont dans nos jardins, autant pour la serre que dans le jardin collectif. Par contre, on a vraiment cette lunette-là d'acheter le plus possible les semences du terroir, puis d'encourager nos semenciers du Québec. Donc, je ne peux pas dire 99 % là, mais ça doit être ça, là, de nos semences proviennent du Québec. Par contre, c'est ça, je ne l'ai jamais chiffré, puis ça m'inspirait quand même. Là, je pense que ça pourrait être une donnée qui est facilement obtenable. Et puis, qu'est-ce qui manquait dans l'analyse, c'est le nombre de participants qui vit l'insécurité alimentaire. Donc, tu sais, il y avait une catégorie qui était plus par rapport aux personnes vulnérables ou je ne sais plus trop comment c'était indiqué, là, marginalisées, je pense.
Mais nous, au sondage de la fin, on essaie justement d'avoir c'est quoi l'impact qu'on a quand même pour la population, notre population cible. Puis on a toujours une question, si les gens vivent de l'insécurité alimentaire. Puis on essaie de quantifier, malgré que c'est difficile, on a une question du genre est-ce que vous avez sauvé sur votre facture d'épicerie? Parce qu'au fil des ans, on a appris que les gens ne vont pas nécessairement augmenter leur consommation de légumes en participant à nos jardins, mais ils vont économiser sur leur facture d'épicerie. Donc, c'est ce qu'on essaie d'aller chercher comme indicateur. Là, je parle vraiment beaucoup. Erika, guide-moi si je dépasse ou si je déborde, peut-être un peu, je Tu m'en m'as vais. peut-être vu faire des gros yeux, mais c'était vraiment parce que j'avais perdu le contrôle de ce qui s'affichait sur mon... C'était pas par rapport au temps que tu prenais. Mais effectivement, on pourrait passer. Ouais. Mais c'est super pertinent, donc je veux pas... je trouvais ça vraiment intéressant. Je veux pas t'arrêter non plus. Si tu avais d'autres éléments que tu avais en tête que tu voulais présenter, s'il te plaît, prends le temps de le faire. Ben, en fait, je pourrais peut-être juste compléter avec les éléments incontournables, là. Puis, en fait, pour nous, c'est d'être assidu dans la prise de notes parce que, tu sais, je sais que c'est le cas aussi dans plusieurs organismes. L'agriculture urbaine, c'est un domaine qui est c'est saisonnier, donc il y a beaucoup, beaucoup de roulement de personnel. Et à chaque année, il faut réexpliquer comme il faut la méthodologie de collecte de données au final. Puis, tu sais, il y a un enjeu c'est ça, il y a un enjeu de comment on le fait, puis que ça soit bien compris, puis pour avoir une certaine régularité. Puis, tu sais, c'est sûr que pour le Carrefour, c'est vraiment avec l'évaluation puis avec les indicateurs qui nous amènent à pousser nos limites parce que c'est vraiment un outil qu'on utilise pour l'amélioration continue dans notre programme. Puis, pour le potentiel et les limites, je pense qu'on pourrait peut-être en discuter tout le monde ensemble parce que je suis sûre que tous les autres organismes ont des idées là-dessus. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis je voudrais, justement, pour faire le pont, il y a Gaëlle Janvier qui est avec nous de Cultiver Montréal. Puis je pense que vous avez eu une belle expérience par le passé. Il y a eu des tentatives pour avoir des sets d'indicateurs. Il y a comme un historique lié à ça que j'aimerais ça que tu nous partages en quelques minutes. Puis même si tu as des opinions particulières, puis tu voulais nous partager un peu ce que tu penses de tout ça, on serait très friands de t'entendre. Oui, ben, effectivement, on s'est intéressé beaucoup aux indicateurs à partir de 2014. Je pense que ça a été l'ensemble du réseau des agricultures urbaines, donc de personnes qui sont ici avec nous, a indiqué la difficulté d'avoir des données. Donc, on a évidemment mentionné ce qui a été dit jusqu'à maintenant, les indicateurs qui sont inadaptés soit aux objectifs du groupe ou qui ont été commandés par des bailleurs de fonds, qui sont difficiles à comparer année après année. On a parlé de la rigueur, l'assiduité de la prise de notes, donc au cours de l'année, mais pour chaque année également. Puis on sait pourquoi, tu as mentionné notamment le changement de personnel. Et la facilité de compiler. Donc, il y en a que c'est des papiers, il y en a que c'est des fiches Excel, il y en a que c'est sur 8 fiches Excel. Tu sais, donc c'est comme un peu n'importe où. Là, finalement, il est inscrit dans le Google Drive de l'employé, puis là, il faut aller le retrouver. Et aussi le temps. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on avait identifié en 2014 comme étant les enjeux majeurs de la prise d'indicateurs et d'où l'idée de tenir un rendez-vous des agricultures urbaines qui sont finalement des lieux de réflexion stratégique des professionnels en agriculture urbaine, à savoir comment on pourrait en fait s'entraider, comment on pourrait créer un programme qui pourrait aider là, à tout un chacun pour réaliser ça. Et en même temps, possiblement être mieux en capacité de parler de l'impact qu'on a sur le territoire, l'impact diversifié. D'où la création, là, donc là, on est en discussion évidemment avec l'Université de Ryerson, avec Joe Nasser qui a créé le document que je vous ai envoyé, là, Indicators for Urban Agriculture in Toronto. Sauf que c'est une approche qui était très institutionnelle. Donc, on avait fait une liste d'indicateurs, c'était très bien, mais il fallait partir de nos besoins. D'où la création donc de l'exercice qui a été
qui a été appliquée, employée par Ville en Vert, qui est celle qui est une analyse de qu'est-ce qu'on est en capacité d'aller chercher, c'est quoi la faisabilité. Et à partir de la faisabilité, on n'a pas le temps, est-ce qu'on n'a pas l'argent ou est-ce que c'est juste impossible de le faire pour X, Y raison. Donc, vraiment partir des besoins, des capacités, des groupes pour venir par la suite identifier des indicateurs qui seraient intéressants pour chaque groupe et ensuite pour un collectif. Donc, de là, c'est très bien. Moi, je suis super contente qu'on l'a mis en application parce qu'après cet exercice-là, ce qu'on a cherché à faire, on savait que c'était intéressant. On avait eu l'aval de l'ensemble des groupes qui cherchaient un outil qui était similaire. Puis là, on a essayé pendant 2-3 ans à le faire financer, surtout par le MAPAC. Donc, ce qu'on pourrait faire, moi, je trouve ça vraiment intéressant que là, c'est mis en application. Donc, on a un beau projet pilote pour démontrer effectivement que c'est encore un besoin très criant d'avoir une facilité, un programme facilitant. Parce que ce qu'on avait conclu, c'est qu'on voulait, donc, puis on l'a même créé avec un langage qui s'appelle un langage Python. Là. Donc, c'est un site web qu'on peut utiliser hors ligne ou en ligne et qu'on utilise sur notre téléphone intelligent ou sur une plateforme, un iPad, n'importe quoi, et que dans le jardin, systématiquement, on écrit les informations qui se compilent dans une base de données qui garde donc, qui se compile automatiquement. Donc, il y a aussi une motivation là-dedans parce qu'au-delà de dire il faut que le monde le fasse, bien, il faut leur donner quelque chose. Fait que là, on voit une compilation des données depuis le début du printemps et aussi depuis les années. Donc, c'est tout situé au même endroit. Et non seulement ça, par la suite, et de façon très anonyme, parce que l'idée, c'est pas de créer des tensions entre les groupes, mais on est capable de venir colliger ces informations-là parce qu'on s'entend sur une méthodologie similaire. Donc, ça, c'était une demande de subvention qui a été faite au PADOR en 2018. Puis, on l'a entre les mains, donc on pourrait vraiment ensemble le pousser, le mettre de l'avant, puis mettre en relief aussi le travail qui a été fait par Ville en Vert et le travail qui est fait de toute façon par l'ensemble des groupes d'une façon ou d'une autre, là, selon l'intérêt de leur communauté. Et je dois vous dire que la seule raison qu'on n'a pas poussé cette demande-là, c'est parce qu'on était sur d'autres urgences. Ce qui est intéressant qui est ressorti de ça, c'est qu'on était capable d'avoir 10 indicateurs communs, je pense même 12. On s'était entendu ensemble sur des indicateurs que chaque groupe était en capacité et était intéressé d'aller rechercher. Et puis, on avait ensuite tous les indicateurs qui ont été transmis là, à la chargée de projet de Ville en Vert, qu'on pouvait, par groupe, venir ajouter. Donc, on avait 12 indicateurs de base que tout le monde allait chercher. Puis là, on pouvait venir rajouter les indicateurs qui intéressaient le groupe lui-même. Donc, chacun a un peu son profil. Et ça développe aussi une compilation automatisée, un rapport à la fin de l'année, ce qui est comme un eureka pour tous les groupes qui y participaient. Maintenant, donc, et puis, ben, on avait aussi demandé évidemment des ressources de base, un calculateur d'eau, une balance, des choses comme ça qu'on a besoin. Et qu'est-ce qui était, donc, le limitant évidemment des budgets qui sont finalement assez simples et qu'est-ce qui serait intéressant à dire? Ah oui, on avait vraiment un intérêt à voir comment on serait capable, puis ça, c'était vraiment une idée d'intégrer des indicateurs quantitatifs. Puis là, je veux dire qualitatif. On est vraiment dans le quantitatif, on s'entend. Puis là, on a eu une grande discussion autour de comment on fait le qualitatif. Puis on a travaillé avec Centraide, puis je ne me rappelle plus, le Centre d'éducation populaire a tout un programme autour de l'évaluation. Donc, on a travaillé avec eux pour voir comment on serait capable d'ajouter des indicateurs qualitatifs parce qu'on finit par avoir des chiffres, mais on sait que l'impact qu'on a sur le terrain a une grande densité, une grande complexité sur la personne et sur son évolution. Et alors, l'idée, si ça serait possible, effectivement, si on trouve que c'est adéquat et on sera en capacité d'utiliser ce genre d'outils sur le terrain, c'est qu'on est capable de prendre cette plateforme-là, puis à la fin de l'atelier, de faire passer le téléphone, pas maintenant COVID, mais de faire passer le téléphone ou le iPad et les participants peuvent rentrer quelques commentaires.
Donc, ça, c'était aussi un aspect de l'outil qui nous intéressait, qui aurait été fait peut-être en deuxième temps, mais qui aurait pu être utilisé comme projet pilote là, dès la première année. L'outil a été créé par une bénévole. C'était une femme, puis j'étais très fière de ça parce que trouver une programmatrice femme bénévole, c'est comme presque impossible. Puis on l'a testé, puis évidemment, ben, c'était une bénévole, donc on l'a testé, on sait que ça fonctionne, donc il suffit juste de finalement trouver les fonds pour créer un outil comme ça qui pourrait nous intéresser. Donc voilà. Puis, merci Gaëlle, c'est super. Félicite tout le monde pour son travail. Je sais que c'est pas facile de mener de front des chiffres, des lettres, etc. Merci pour toute cette réflexion puis ton apport un peu plus historique sur ce dossier-là, finalement. Puis j'ai l'impression, si je ne m'abuse, quand je t'entends parler, moi, c'est sûr que ça m'émoustille beaucoup, là, ce genre de projet, parce que je trouve qu'au niveau régional, on est rendu, tu sais, on a, moi, je pense beaucoup au projet, par exemple, Montréal en commun, qui vise justement à rassembler les acteurs autour de plateformes numériques, puis de fournir des outils qui pourraient, tu sais, il y a une intégration. Maintenant, on a même la vision de l'agriculture urbaine au niveau de la ville qui devrait sortir imminemment dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, il y a comme une belle conjoncture au niveau du temps et de l'énergie et des actions qui sont mises au niveau de Montréal pour ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de finalement réaliser ce projet avec l'appui de bailleurs de fonds. Est-ce que je pourrais peut-être proposer, parce que comme je dis, ça s'est été mis sur la glace juste par manque de temps, mais je pense que je crois que c'est comme ça reste un besoin, ça n'a pas été éliminé en 2 ans. Ce que je pourrais faire, c'est, je pense que cet été, on pourrait faire ça avec Cultiver Montréal. Puis si jamais vous voulez participer à réviser, ou c'est sûr, vous allez être content, Bénenvers vient de mettre en application un outil comme ça, qui se base vraiment sur la démarche. Fait, je proposerais peut-être de soit écrire votre courriel dans le chat ou m'envoyer un courriel, puis je pourrais compiler ça, puis vous lancer peut-être un moment de rencontre où on pourrait voir comment on pourrait mener ça de front. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas. Oui, ben, c'est une excellente idée. Partage mon courriel, OK? On va faire peut-être le contraire. Moi, je vais te fournir le courriel des participants d'aujourd'hui, puis tu pourras prendre contact, envoyer un courriel à tout le monde pour qu'il soit. On va collaborer pour suivre la chose, ça c'est certain, parce que c'est vraiment, je pense qu'il y a du potentiel. Puis justement, il nous reste quelques minutes quand même. On va prendre le temps qui reste pour un peu entendre les participants. Si vous avez des questions, s'il y a des éléments peut-être qui sont plus problématiques dans l'application quotidienne ou des visions que vous voyez. Moi, j'étais curieuse aussi au niveau d'un quartier. Ça reste super intéressant. Tu sais, oui, au niveau régional, mais même dans un quartier, on a des tables de quartier qui coordonnent. Du côté de Ville-en-Vert, ils ont vraiment une approche où est-ce que c'est eux qui développent l'agriculture urbaine dans Bordeaux-Quartier-Ville. Dans d'autres quartiers, il y a peut-être plusieurs acteurs. Est-ce que c'est pas intéressant d'avoir un outil comme ça pour collaborer au niveau du développement de l'agriculture urbaine sur des tables de concertation plus locales? C'est plein de choses qu'on peut penser. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est un peu plus... qui avait quelque chose sur le bout de la langue et qui voudrait partager avec nous pour briser la glace. Ou peut-être pas. Oui, on a Tonia. Tonia, je sais que tu aimes ça, nous partager ce que tu penses puis tes idées. Ça me fait toujours plaisir. Je voulais juste dire que j'apprécie, Gaëlle, ta présentation, puis tu peux compter sur nous. On veut avoir plus d'infos. Je trouve que déjà, de partir de quelque chose qui a été réfléchi, pas trop compris si c'était actif en ce moment ou si ça a été mis sur la glace, mais en tout cas, je trouve que ce type d'approche-là est vraiment apprécié, puis on essaie de rendre cette collecte de données-là le plus efficace, efficient et transposable dans le temps. Donc, on est intéressés. Puis bravo, Erika, c'est le fun de pouvoir partager justement les besoins, puis savoir ce qui se fait déjà, puis pas réinventer une roue qui fonctionne ou qui s'apprête à fonctionner. Puis nous, on est à hauteur de quartier, donc on serait intéressé de ramasser l'information sur l'agriculture urbaine dans Rosemont. Merveilleux. Puis vos projets, Tonia, sont plus au niveau
est-ce que c'est des jardins est-ce que vous vous fournissez, je sais que vous faites de la distribution pour la sécurité alimentaire, donc est-ce qu'il y a une partie de votre production qui sert à répondre aux besoins de sécurité alimentaire ou est-ce que c'est important comme partie? Est-ce que ça vient vraiment structurer un apport important au niveau des populations plus vulnérables dans Rosemont? Bien, actuellement, on n'a que des jardins, on n'a que des jardins collectifs. On a une quinzaine de jardins collectifs, beaucoup qui sont en terrain, mais d'autres qui sont en bac. Donc, c'est vraiment le mode de fonctionnement qu'on a. Mais on a des ententes avec certains jardins collectifs, certains jardins communautaires, que quand il y a trop, quand il y a un surplus, bien là, on va le chercher, puis ça, on le donne justement aux personnes qui sont je cherche mes mots, aux personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire. Donc, ça, on le fait à travers le pôle logistique alimentaire. Ça fait partie de recueillir les surplus de l'agriculture urbaine. Ça fait partie de quelque chose qu'on a développé dès l'année passée puis qui est en train de se mettre en place cette année. Parce que souvent, quand les gens ont beaucoup de tomates, bien, ils ont beaucoup de tomates puis ils ne savent pas quoi en faire. Donc, c'est une façon de pouvoir les écouler. Puis ça se passe beaucoup aussi avec des des citoyens qui, eux, donnent. Dans le fond, c'est vraiment cette façon-là. Ça n'empêche pas qu'on a un projet de pouvoir mettre en place un jardin qui va être pour produire, pour assurer la distribution alimentaire. Donc, ça fait partie dans le plan des 2 prochaines années de travailler à ce niveau-là. Donc, effectivement, la sécurité alimentaire, les jardins font partie, l'agriculture urbaine fait partie de la solution de cultiver localement. Ben oui, c'est ça, surtout avec la situation, avec la crise qu'on a eue, ça vient vraiment démontrer encore plus, puis mettre l'accent sur les problématiques d'insécurité alimentaire. Juste pour vous donner une statistique, là, Moisson Montréal, ça n'arrête pas d'augmenter leur distribution, puis ils sont rendus à 67% de plus de nourriture distribuée à pareille date. Là, on parle du mois de mars 2021 par rapport à mars 2020. Donc, c'est intense, ces besoins. Puis je pense que l'agriculture urbaine a certainement sa place pour répondre à ces besoins-là de façon locale, saine, d'amener vraiment l'apport est là, puis on peut structurer notre production. J'en dis pas plus. Il y a Mylène Arbour qui a quelque chose à nous partager. Oui, bien dans le fond, c'était plus une question à tous. Moi, je suis étudiante à la maîtrise, puis j'étudie la démarche d'évaluation du volet alimentaire de Montréal en commun. On parlait beaucoup d'indicateurs de catégories sociales, environnement, économique. Mais je me demandais s'il y en avait parmi vous qui avaient des indicateurs de gouvernance, plus au niveau de la gouvernance de vos organisations. Puis, si oui, est-ce que vous avez quelques exemples? Je l'invite, je pense pas que Caroline, c'était pour répondre à cette question, mais il y a Emma qui a levé la main. Est-ce que c'était pour répondre à la question ou c'était pour un autre élément? Non, c'était juste pour dire que nous aussi, le Table de quartier puis le Megan, on a commencé un comité de sécurité alimentaire au début de COVID à cause qu'on avait plusieurs différents organismes qui fonctionnaient pour aider dans ce sens-là. La seule chose, c'est que quand tu crées un comité dans une crise, c'est très désorganisé. Donc, c'est pour ça que j'ai ma poste avec la Table de quartier puis le Megan, on est censé essayer de créer une gouvernance. Fait qu'on essaie tranquillement de se faire des plans. Pour aussi avoir plus de partenaires, parce qu'on ne veut pas amener trop de partenaires sans avoir un plan, parce que sinon, ça va être un free-for-all. Mais justement, c'est pour backer ce que Mylène a dit tout à l'heure. Super. Puis, ben, je vais juste voir, avant de rentrer dans les indicateurs de gouvernance, Caroline, tu avais la main levée. Ah, désolée, je n'arrivais pas à voir ma main, puis j'arrêtais pas de cliquer, désolée. Alors, ben, merci pour les commentateurs précédents. Ben, pour la gouvernance, petite parenthèse, vous savez qu'à la santé publique, nous, on soutient actuellement 25 initiatives à Montréal. Plusieurs font des activités en agriculture urbaine. Je ne dirais pas que c'est la majeure, mais il y en a quand même un certain nombre. On a toujours une exigence de décrire la gouvernance associée au déroulement de l'initiative. Certains vont se reconnaître. Donc, peut-être que Mylène, si tu as un intérêt pour qu'on puisse échanger sur le sujet, je ne sais pas si c'était spécifiquement pour l'agriculture urbaine, mais c'est très important
que la gouvernance soit bien attachée, hein. Souvent, il y a beaucoup de partenaires, il y a des comités de toutes sortes de suivi, aviseurs. Donc, c'est quand même un élément important pour le succès des initiatives en général. Donc, moi, je reviens finalement au sujet de la rencontre plus spécifique sur les indicateurs. Écoutez, nous, vous le savez, ceux qui nous connaissent, on exige hein, des indicateurs liés à vos résultats. Nous, c'est toujours axé sur l'accès aux fruits et légumes. Donc, l'agriculture est une très bonne stratégie pour améliorer l'accès. Donc, tout ce qui a été nommé aujourd'hui est vraiment pertinent et je vous encourage à ne pas baisser les bras, même si c'est compliqué, même si c'est exigeant, dans le sens que vous avez nommé beaucoup d'obstacles. C'est ça qui nous permet de voir les avancées, l'atteinte de nos résultats, parce que dans le fond, on peut bien dire que l'agriculture urbaine, c'est un loisir, tant mieux, mais ça reste un loisir utile et rentable quand on est capable de démontrer son utilité, justement. C'est sûr que nous, on ne se le cache pas, on cherche toujours à réduire les inégalités de santé. Donc, quand vous travaillez dans des secteurs défavorisés, quand vous êtes capable d'aller voir les participants, l'apport que ça leur a fait. Il y a beaucoup de fierté aussi associée au projet d'agriculture urbaine. Donc, ça, c'est tous des ingrédients importants. Puis, on ne veut pas non plus que ça soit juste des activités pour les pauvres. Il faut que ça soit mixte, il faut que ça soit intégré dans vos quartiers. Donc, tous les indicateurs que vous arrivez à décrire pour voir la pertinence de vos actions, je trouve ça important. Et je voudrais juste rajouter une catégorie d'indicateurs qui n'a pas été beaucoup mentionnée, que nous, on insiste beaucoup, parce qu'on nous, on ne finance pas le fonctionnement, là, vos semences, votre poutine, vos opérations. On veut que vous mettiez en place des solutions durables. Donc, pour nous, un des indicateurs importants, c'est la pérennité, les conditions de pérennité de vos actions. Donc, quand vous développez un espace pour de la production, puis Dieu sait comment ça a évolué positivement à Montréal. Là. Il y a plein de projets où, il y a 3 ans, on avait des petites superficies, puis là, on a triplé les superficies. Donc, il y a des champions à Montréal, vous vous reconnaissez sûrement. Donc, c'est important pour nous de dire, bon, OK, j'ai plus de superficie, mais est-ce que mon arrondissement m'a garanti que je peux utiliser ça? Donc, tu sais, quand on parle d'indicateurs de pérennité, c'est très important aussi d'attacher le fait que ce terrain-là, il ne sera pas tassé pour un autre besoin. C'est sûr qu'on a tous besoin de terrain pour du logement ou autre à Montréal, mais si on veut attacher le fait que des terrains soient dédiés à l'agriculture, bien ça peut être un exemple là, de s'assurer que le terrain est minimalement à moyen ou long terme accessible. Donc, et il y a évidemment beaucoup d'aspects de gouvernance, par exemple des comités de citoyens. Hein, une fois que vous avez un comité de jardin bien établi, que le mécanisme est établi, bien ça, c'est aussi une condition de succès. Là. Les gens, s'ils veulent le jardin, ils vont s'organiser pour parler ensemble, planifier ensemble, travailler ensemble. Donc, voilà. Alors, je vais arrêter là, mais bravo à tous. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais j'avais une question. Ouais, en fait, moi, je suis aussi à la maîtrise et je fais mon stage actuellement à Sapous dans NDG. Et moi, ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'est s'il y avait beaucoup de données qui étaient prises par rapport aux questions de genre ou aux questions de discrimination raciale, par exemple. Parce que j'ai remarqué, par exemple, que au dépôt ou à Sapous, c'était pris en compte partiellement, mais que le suivi sur ces données-là était beaucoup plus compliqué que sur d'autres données liées au fonctionnement ou à l'obtention justement de subventions. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passait ailleurs et s'il y a des organismes qui arrivaient justement à faire ce suivi de façon plus suivie. Là. Bonjour, c'est Armelle qui parlait. Je suis désolée, j'ai eu un bug dans mon ordinateur. Puis, je veux vraiment bien saisir la question. Peux-tu juste répéter rapidement quel type d'indicateur? C'est par rapport à la diversité, c'est ça? Oui, c'est ça. Des indicateurs par rapport à la diversité des participants, mais aussi au genre ou
aux orientations sexuelles, enfin un peu tout type de diversité, enfin tout ce qui est lié aux oppressions systémiques en fait. Tout à fait. Ben oui, j'ai vu justement, je le nommais, il y avait quelqu'un dans mes questions d'inscription qu'ils avaient inscrit, je pense que c'est du côté de Concordia, si je ne m'abuse, je ne sais trop, qui avait dit qu'il y avait toute l'intersectionnalité qui était suivie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui assure ce suivi-là au niveau des participants, ce type de suivi-là au niveau des participants dans leur jardin. Clairement, il y a certains quartiers que ce serait, ben, en fait, c'est pertinent dans l'ensemble des quartiers, mais certains, ça donnerait de la grosse donnée. Véronique? Ben, moi, peut-être pour répondre rapidement, nous, on demande le genre de la personne, justement. Là, si c'est un homme, une femme, puis on met autre d'habitude ou ne veut pas répondre. Mais pour la diversité culturelle, je trouve ça très intéressant parce que nous, à Bordeaux-Cartierville, il y a beaucoup de communautés culturelles. Puis c'est ça, j'avoue, je ne l'ai jamais mis dans mon questionnaire justement pour les participants des ateliers ou les bénéficiaires des paniers. Nous, on s'en rend compte quand on distribue le panier ou qu'on fait l'atelier. Mais c'est intéressant, je vais y penser. Merci. Vraiment. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui fait ce genre de suivi-là autour de la table? Juste pour savoir si, parce que s'il y a des difficultés d'application ou à ce niveau-là ou des enjeux, peu importe, mais effectivement, on nous dit souvent qu'on va chercher des populations plus vulnérables, puis certainement que s'assurer que les participants sont effectivement issus qui s'apparentent, qui se disent appartenir à différents groupes, ça serait vraiment super. On n'a pas d'input à ce sujet, mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on aurait d'autres questions ou des éléments à apporter de réflexion que vous posez? Parce que c'est ça, comme on disait avec, comme Gaëlle disait, effectivement, on a là un outil d'analyse de différents indicateurs, mais l'application de ça à travers des fiches, ça prend vraiment quelques outils complémentaires, ça prend de la formation auprès de votre personnel, ça prend des ressources financières, ça prend énormément, finalement, ça prend beaucoup de jus. Ça semble super intéressant à faire et on a tout vraiment le goût de se doter d'une pléthore d'indicateurs pour vraiment être capable de faire un genre de suivi comme Sylvie fait dans sa serre. Mais au final, si on a une diversité de participants, si on a une diversité d'acteurs qui sont là à faire le suivi, on peut rapidement perdre la rigueur dans ces indicateurs-là. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus d'intérêt à faire autant ce travail-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une belle volonté, mais après ça, c'est vraiment la capacité réelle des organisations à l'assurer, ce travail-là. C'est peut-être plus difficile. Un suivi d'indicateurs sur la gouvernance, c'est peut-être plus facile à faire qu'un suivi qui demande vraiment un input quotidien par rapport à ce qui se passe dans le jardin, comme, je sais pas, par exemple, la pluviométrie ou des éléments plus variables. Tonia. J'ai une petite question, dans le fond, que j'adresserais au groupe. Je me demandais si certains avaient déjà une solution numérique ou des logiciels qui pourraient faciliter la compilation de données, si certains, justement, ont acquis ou feront appel à une solution qui est gratuite pour ce faire. Parce que j'ai entendu, genre, d'avoir un iPad, de pouvoir collecter, de pouvoir rentrer directement l'information. Puis, on est un petit peu dans cette recherche-là. Donc, cette intelligence collective qu'on a ici autour de la table, ce serait peut-être intéressant si certains avaient déjà quelques suggestions à faire. Je ne sors pas du cadre, là, c'est correct. On reste toujours dans la collecte de données, indicateurs, collecter les données, les compiler. Ben, c'est clair que c'est exactement le genre d'outil que, bon, tant du côté de Cultiver Montréal que même éventuellement Montréal en commun, c'est le genre d'outils qu'on va être capable de rendre disponible pour les acteurs sur le terrain. Donc, est-ce qu'il y a une organisation présentement qui est prête à partager des canevas de suivi de ce que vous avez déjà? Ça dépend de chacun, je ne sais trop, à voir. Il y a Caroline peut-être qui voulait prendre la parole.
Oui, exactement. Merci, Erika. Pour répondre à la question de Tonia, au dépôt, on a beaucoup de bénévoles qui sont impliqués quand on vient pour faire la suivi, pour faire les évaluations. Donc, que ce soit dans les jardins en présentiel, quand on n'est pas pendant la pandémie, ou par téléphone, pour vraiment appeler les participants pour poser les questions. Parce que c'est déjà time consuming de développer genre, voici ce qu'on voudrait évaluer, puis après ça, qu'on vient pour le faire, c'est beaucoup de travail. Donc, d'avoir des bénévoles, ça aide. Puis d'ailleurs, c'est ça, les bénévoles, souvent des ordinateurs. On utilise beaucoup des Google Forms, mais on utilise le logiciel Salesforce. Donc, ce n'est pas un logiciel qui est gratuit, mais pour les OBNL, il y a quand même un bon, je pense, un bon tarif. Puis, on a une personne qui travaille à temps plein aux données, au dépôt. Donc, quelqu'un qui fait sa maîtrise là-dedans, qui est spécialisé, une de nos collègues. Fait que ça aide vraiment beaucoup à avoir des processus où on essaie de tout couvrir en utilisant beaucoup tout ce qui est sur Google. Le Google Drive, en étant capable de le pousser dans un logiciel qui nous permet de comptabiliser quand même beaucoup de données, puis de les trier de différentes façons en utilisant des filtres. Fait qu'on peut quand même sortir beaucoup d'informations de ça. Puis tu sais, Armelle, ce qu'elle parlait, c'est qu'on par exemple, les Emergency Food Baskets, on va comptabiliser la nationalité des gens, mais ça ne tient pas nécessairement compte de la race ou l'ethnie, mais en tous les cas, on sait un peu la provenance dans le monde. Sinon, ça me fait penser à Salesforce comme logiciel, c'est un community. Je ne me rappelle jamais, là, l'acronyme c'est ARM. Quelqu'un aidez-moi. Community Management. En tout cas, ça sert à un gestionnaire de communauté. Puis un qui est gratuit, que j'ai commencé à utiliser un petit peu à un moment donné, mais que je n'ai pas continué, mais c'est HubSpot. Puis je pense que même dans la version gratuite, il y a beaucoup de fonctionnalités. Je pense qu'on est limité dans la quantité de clients ou de données qu'on peut entrer, mais quand même, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont gratuites. Donc, ça permet peut-être de tester la dite chose. Merci, Customer Relationship Management. Après des années, il ne rentre pas celui-là. Mais donc, c'est ça, Salesforce. Mais Salesforce, ça marche très bien, c'est super puissant. Mais pour être super honnête, ce n'est pas super user-friendly. Après des années, on appelle encore Caitlin des fois. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui est super tech-savvy à portée de main, ça peut être compliqué. Mais je serais vraiment intéressée, Gaëlle, à participer là, pour ce qui a été monté avec Python. Oui, tout à fait. C'est super. Excellent. Donc, je suis vraiment contente de voir que ça suscite autant d'intérêt, qu'on ramène quelque chose de l'avant qui avait déjà été initié, que, puis, tout est en votre honneur aussi, là, Cultiver Montréal, avec la dernière année, puis même vous avez été formé officiellement dans les 2 dernières années. Il y a eu énormément de travail qui a été réalisé. Donc là, je suis contente qu'on revienne à ce moment-ci, puis que c'est justement encore cet intérêt qui soit là pour réaliser le travail que vous aviez commencé, puis tenter de vous appuyer là-dedans. Donc, certainement que tous les courriels vont être partagés, puis on va assurer le suivi sur ça. On va prendre les 5 dernières minutes pour juste vous présenter rapidement une initiative qui est portée par le Conseil du système alimentaire montréalais, puis c'est Corinne Dupont-Vraquier qui va vous parler un peu du travail qu'elle réalise présentement. Oui, merci Rika. Donc, bonjour tout le monde. Si je me présente rapidement, je suis étudiante à la maîtrise en environnement à l'UQAM. Donc, dans le cadre d'un stage de maîtrise avec le Conseil SAM et le laboratoire d'agriculture urbaine, on fait une étude sur les initiatives d'agriculture urbaine sociale et collective. Donc, on cherche vraiment à comprendre l'impact de la pandémie sur les projets d'agriculture urbaine, de voir aussi le rôle de ces initiatives-là dans le cadre d'une crise comme celle de la COVID et voir comment est-ce qu'on pourrait soutenir puis favoriser le développement de ce genre de projet. Donc, on cible autant les initiatives de jardins collectifs, les jardins pédagogiques, institutionnels, puis même aussi les jardins plus informels comme ceux des regroupements citoyens ou des jardins libres. Donc, l'étude se fait un peu en 3 temps. On a commencé un portrait des initiatives, donc une grande recension de tous les projets existants dans le fond à Montréal. Puis là, on commence la deuxième partie du projet. Donc, on va diffuser un sondage dans les prochains jours qui cherche à comprendre justement l'impact de la pandémie sur les projets, sur les activités. Puis, dans un 3e temps, on va faire aussi des entrevues avec une dizaine d'acteurs du milieu pour essayer d'aller un peu plus en profondeur dans ces thèmes-là, comprendre mieux les enjeux.
Donc, dans les prochains jours, vous allez recevoir un courriel de suivi du webinaire et le lien vers le sondage va y être inclus. Donc, si votre organisme porte des projets d'agriculture urbaine, sociale ou collective, je vous invite à y participer. Sinon, vous pouvez aussi diffuser dans vos réseaux, ça serait apprécié. Puis, si jamais vous êtes particulièrement intéressé à participer aux entretiens, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon courriel dans le chat. Ou si jamais vous avez des questions en général aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Corinne. Donc, ça serait donc la fin du webinaire. Je vois que Gaëlle a mis un petit lien vers le projet pilote bénévole. Pardon? J'ai trouvé le travail qu'avait fait Chloé, donc la programmatrice. Donc, magnifique. Le projet pilote qui avait été fait. Super, j'aime ça, on ressort des choses un peu qui commencent à être dans les boules à mythe, c'est parfait. Donc, oui, merci vraiment d'avoir participé aujourd'hui. Il y a tout un courriel de suivi qui va vous être envoyé. Bien sûr, vous allez pouvoir évaluer ce webinaire-là, mais on dirait que j'ai le goût de vous dire, c'est le fun d'évaluer le webinaire, mais c'est encore plus important de participer au sondage qui est mené par Corinne. Elle a vraiment mené un travail assez exhaustif pour mettre à jour un portrait de tout ce qui se passe à Montréal, puis on veut comprendre là, comment la crise a impacté, la pandémie a impacté la production en agriculture urbaine, donc ça va vraiment nous donner des informations super pertinentes, puis cette information-là, c'est vous qui l'avez, donc votre participation est vraiment cruciale pour la réussite de son travail. Sinon, le prochain webinaire de l'Espace Cuisine, ça va être la présentation des résultats de la première année de l'étude de parcours de la chaire Cassis. Donc, c'est une étude sur l'insécurité alimentaire, les usagers des banques alimentaires, le parcours des usagers, des gens qui vont chercher de l'aide alimentaire. Il y a eu vraiment un gros travail d'entrevue auprès de gens qui bénéficient des services des banques alimentaires et ça va être vraiment super intéressant. Ils vont avoir des données, notamment justement sur l'impact de la pandémie. Je vous incite, le lien vers le webinaire va être disponible dans le courriel de retour. Je vous incite vraiment à participer si vous avez le moindrement un intérêt par rapport à ces questions parce que ça va être pas mal les éléments de base cruciaux de l'insécurité alimentaire. Là, il n'y aura pas meilleure donnée que ça disponible. Sinon, je reste vraiment disponible s'il y avait des éléments que vous voulez, des questions que vous avez, des éléments que vous aimeriez qu'on pousse à travers d'autres webinaires subséquents. Nous, on continue à chaque mois, j'organise un webinaire sur l'insécurité, sur des thématiques et enjeux liés à la sécurité alimentaire en général. Donc, vous êtes vraiment, je vous invite à participer les questions d'intérêt que vous aimeriez qu'on aborde. Puis, voilà, c'est ce qui mettrait fin à ce webinaire. Puis, je vous remercie vraiment pour votre participation. Je pensais que j'étais en share screen, mais ça ne semble pas le cas. Donc, je suis désolée pour ce petit bug de fin de webinaire, mais je vous remercie vraiment. C'est le printemps qui arrive, c'est le temps d'aller planter. On a eu de la belle neige, mais je pense que c'est fini. Puis, on assure le suivi, on a collaboré. Gaëlle, merci beaucoup pour ton participation. Merci Véronique, vraiment, pour toute la présentation. Puis, Sylvie, Laurie, c'est super apprécié de votre collaboration. Donc, merci à tout le monde. Puis ça va vraiment être un plaisir de poursuivre la réflexion puis le travail qui va dans le sens de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui.